Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et je me suis entendu dire, parce que l'inconscient, ce n'est quand même pas rien, je me suis entendu dire que si ça ne tenait qu'à moi, j'arrêterais toute activité professionnelle rémunérée pour me consacrer à cette passion qui avait traversé toute ma vie, qui est l'écriture. Et c'est ce qu'elle a fini par faire. Pour ce nouvel épisode du Pompon, j'ai le plaisir de recevoir Pascale de Vambrochy-Rousseau. Pascale a eu plusieurs vies, toutes bercées par des rencontres. Enseignante de français, puis pendant 18 ans dans le milieu pharmaceutique, avant de créer son entreprise dans le tourisme vitivinicole, Pascale a fini par écouter son inconscient et suivre sa passion, l'écriture. Autrice depuis 10 ans, elle a publié 3 ouvrages et a été jusqu'à récemment la présidente de la Fondation de France Sud-Ouest et est depuis peu la présidente des Amis du CAPC. Une vie rythmée par l'art sous toutes ses formes et des rencontres évidemment. Un très bel épisode dans lequel on revient sur ses passions, de la littérature à l'art, en passant par la puissance de la philanthropie. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Est-ce qu'on est bon par ici ? On est bon par ici. Bonjour Pascale. Bonjour Théo. Merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Dans le cœur de la maison pour le coup. Très content d'être là. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, c'est toujours une question que je trouve extrêmement difficile, puisque je ne peux pas dire je suis Pascale de Vambrochy-Rousseau, médecin, avocate ou professeur d'anglais. J'ai un parcours tellement éclectique que c'est un peu difficile. Disons qu'aujourd'hui, puisqu'il y a une semaine, mes mandats de présidente de la Fondation de France ont pris fin. Même si je reste, nous y reviendrons, je pense, très attachée à cette magnifique organisation. J'ai vraiment envie de parler tout de suite de ce qui fait ma passion et le cœur de ma vie, c'est-à-dire l'écriture. Donc, j'ose me présenter comme autrice. Et puis, avec un tropisme et une passion, une autre passion qui est celle de la culture en général, de tout ce qui touche le champ culturel, à la fois comme présidente de l'association des Amis du CAPC, Musée d'art contemporain de Bordeaux. Nous y reviendrons aussi, je pense. Et voilà, le fait d'être membre d'associations d'amis de je crois pratiquement tous les musées de Bordeaux, mais aussi passionné par la musique, passionné par le théâtre. Voilà, enfin vraiment, je crois que on peut dire que ce qui m'anime et qui m'habite, c'est la culture et puis l'altruisme, j'espère. On reviendra sur tout ça, effectivement. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Je voulais être hôtesse de l'air. Oh. Oui, parce que je lisais des livres. Alors c'est amusant parce que ce matin sur France Culture, il y avait une émission, Le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, sur la littérature pour enfants. Et il parlait, Xavier Mauduit parlait avec son invité du Club des 5, du Clan des 7, de toutes ces choses. Et moi, je me rappelle, mais je ne me souviens pas du titre, je me rappelle que je lisais un livre, enfin une série, dans la collection Rouge et Or, dont l'héroïne était une hôtesse de l'air. Et je n'ose pas dire en quelle année c'était, mais parce que tout de suite on va savoir mon âge, mais c'était quand même une époque où on voyageait pas en avion comme on voyage depuis, même si nous sommes en train de nous calmer, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'était une période où vraiment prendre l'avion était extrêmement rare. Et donc être hôtesse de l'air, voyager dans le monde entier, et cette hôtesse de l'air résolvait à chaque voyage une énigme policière. C'était absolument fascinant.
Et je ne te parle pas du tailleur bleu marine Hmm. avec le petit foulard, etc. Et j'ai d'ailleurs une grande passion pour le bleu marine. Ça ne Ah, se voit ça pas ne se voit pas aujourd'hui, aujourd'hui. non, mais une amie me disait encore récemment, ah, c'est rare de te voir habillée en beige parce que tu es toujours en noir ou en bleu marine. C'est vrai. Mais je commence à faire des exceptions. Ah, ça me fait penser tout de suite à Shirley Jagle qui a tout le temps une touche de bleu. Mais alors tout le temps du bleu clin pour le coup. Elle a tout le Voilà, temps une touche de voilà. bleu. Donc effectivement, c'est rigolo. C'était pour faire le petit clin d'œil. Donc tu n'es pas devenue hôtesse de l'air pour le coup, en tout cas pas que je sache. Non, 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 Euh, ça j'ai pas fait. Mais j'ai travaillé à Orly. Ah oui, d'accord, quand même. Oui, Ok. parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai été élève du cours Simon à Paris, Mhm. théâtre, et pour gagner ma vie et payer mes cours, Ouais. mais par contre, j'étais enquêtrice à Orly. Ah. C'est-à-dire que cela consistait à venir le matin très tôt Ouais. à l'aéroport, accueillir les passagers des vols transatlantiques, des États-Unis en particulier. C'est comme ça que j'ai croisé Clint Eastwood. Hmm. Mais je l'ai Pas juste mal. croisé. Ouais. Et je ne vais pas me vanter plus que ça. Et nous devions... nous étions 3 enquêtrices ou enquêtrices, je crois, on était surtout des filles, Mhm. à la sortie de l'avion, uniquement les premières classes et les business. Et nous devions arrêter des passagers qu'on nous avait indiqués. C'est-à-dire on devait arrêter le 8e, le 12e et le 16e, par exemple. Et nous devions les accompagner jusqu'à ce qu'ils récupèrent leurs bagages. Et nous leur posions des questions d'enquête de satisfaction sur le vol. Ok. Nous étions employés par Ouais. la compagnie Air France, en fait. Ouais, donc c'est rigolo quand même. Oui, Malgré et tout, puis ce côté Orly a hôtesse de l'air brûlé. enquêtrice. Orly a brûlé en je ne sais plus quelle année. Ouais. Et j'ai perdu mon boulot. Ah, oui, Voilà. bon, effectivement. Et donc tu disais, pour le coup, parce que c'est un peu dans les premières études que tu as faites, si je ne m'abuse, en allant en cours Simon. Alors avant, je suis passée par Sciences Po. Ah oui, d'accord, je pensais que Sciences Po était juste après. Mais Non, d'accord, je suis d'abord d'abord passée par Sciences Po. Je n'ai pas passé mon diplôme parce D'accord. que je suis partie faire du théâtre à Paris. Hmm. C'est vrai que le théâtre, j'en faisais depuis l'adolescence. Ouais. Et c'était vraiment une grande passion. Ça allait rester d'ailleurs. Mhm. Et donc, voilà, je suis partie Ouais. faire du théâtre à Paris. Alors on va revenir là-dessus, mais justement dans ce cas-là, je vais d'abord aller sur Sciences Po. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire Sciences Po? Parce que donc tu es arrivé sur Bordeaux pour Sciences Po, si je Oui, ne c'est dis pas de ça. J'ai bêtises. passé mon bac à Bayonne. Ouais. Nous étions 3 amis, Mhm. dont l'un est devenu mon époux. Ouais. Et, Qu'on et- salue. et une amie, voilà, et une amie. Et on a passé un bac littéraire tous les 3. Et on a réfléchi pas très longtemps, je crois. Et je crois que ce qui nous plaisait à Sciences Po, c'était Alors à l'époque, on passait pas un concours, on passait on était reçu sur dossier, sur entretien. Je me rappelle, voilà, il y avait du punch. Et, je crois que ce qui nous plaisait, c'était l'idée de faire des études comme ça, je veux dire quelque chose d'un peu étrange, mais à la fois très spécialisé et très vaste. Hmm. Puisque moi, je faisais politique et sociale, par exemple. Celui qui allait devenir mon époux faisait économie et finance. Voilà, donc il y avait cette possibilité, il y avait ce champ, on disait pas ça comme ça à l'époque, mais extrêmement ouvert, Ouais. qui était très intéressant. Mhm. Et alors ton goût, ton amour pour le théâtre, donc tu pars au cours Simon en arrêtant Sciences Po. Oui, Qu'est-ce voilà. qui t'a donné envie d'y aller? Enfin, c'est pour le coup, Ben, même encore aujourd'hui, c'est osé d'arrêter des études pour aller faire du théâtre. J'ai un petit regret, pour ne rien te cacher, hein, de ne pas avoir passé ce diplôme. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai appris d'autres choses. Et je te dis, j'ai commencé le théâtre à l'âge de 12-13 ans dans une association, je ne sais même pas si c'était une association, enfin bref, un club de théâtre. Mhm. Et vraiment, c'était une vraie passion. Ouais. À l'époque, on jouait Feydeau, on jouait Marivaux, on jouait, voilà. Et j'aimais beaucoup ça. Puis après, j'ai fait du théâtre à Bayonne, presque en semi-professionnel. Mhm. Voilà, on me disait que... Enfin, j'avais des retours plutôt positifs. Et vraiment, j'aimais beaucoup ça. Mais quand je suis arrivée à Paris, là, je me suis vraiment rendu compte qu'on ne m'attendait pas, par contre. Et que la concurrence allait être très, très rude. Ouais. Et j'étais en cours avec François Cluzet Oh, et Marie Trintignant.
Ah ouais, Oui. d'accord. Ah. Et voilà, donc eux, ils ont fait carrière. Hélas, Marie, ça Mm. s'est dramatiquement terminé. Honnêtement, ça n'était pas des amis. Ils Mm. étaient au cours, on se croisait, on se connaissait, on se disait Ouais. bonjour. Enfin, voilà. Tu Mais les as quand même un petit peu plus vus que Clint Eastwood, oui, pour le coup. ah oui, j'ai un petit peu plus partagé. Mais c'était une époque là aussi très difficile parce que euh, euh, voilà, fallait vraiment se battre. Mm. Moi, je voulais jouer la tragédie. J'avais une professeure qui voulait que je joue la comédie. Mhm. Donc, il y avait une espèce de hiatus comme ça entre mon désir et sa perception de la personne que j'étais. Ouais. Voilà, mais j'ai quand même passé quelques années à Paris comme ça. Voilà. Et donc, alors, t'es resté combien de temps au cours Simon? J'y suis restée 2 ans. 2 ans. 2 Ok. ans. Mm. Et alors, est-ce que tu t'es dit à un moment donné, je peux en faire ma carrière? Enfin, si t'es allé là-bas, Non, j'imagine que c'était non, pour. à un moment donné, je me suis dit que ça allait être vraiment très très compliqué et que pour des raisons un peu bassement matérialistes et financières, il allait être important que je gagne ma vie. Mhm. Donc j'ai croisé une amie à qui j'ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a dit qu'elle faisait des études pour être ce qu'on appellerait aujourd'hui professeur des écoles. Mhm. Et j'ai demandé comment il fallait faire. Elle m'a dit il faut passer le concours. Alors j'ai passé le concours. Et puis j'ai été reçue. Et puis j'ai fait des études à l'école normale ici de Bordeaux. Je suis revenue à Bordeaux. Ouais. Voilà, j'ai enseigné. J'ai passé. Euh, euh, Comme j'avais été reçue dans les 10 premières au concours, je pouvais directement passer ce qu'on appelait à l'époque PEGC, c'était professeur des écoles et des collèges. Mhm. Et donc j'ai passé PEGC lettres histoire. Et puis voilà, et puis j'ai enseigné pendant 2 ans. Mhm. Le Et puis, français, c'est ça? le français, Ouais. absolument. Et puis j'ai à un moment donné pas trouvé tout à fait ce que j'espérais dans ce domaine. Et j'ai croisé une autre amie et qui n'a rien à voir avec la première. Et je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu deviens? Et elle me dit, je travaille dans l'industrie pharmaceutique. J'ai demandé, ah bon, comment il faut faire? Elle m'a dit, tu prends, à l'époque c'était l'Express, et c'était l'époque où il y avait 25 pages de propositions d'emploi. Enfin, Ouais. c'était un vivier. Mhm. Donc voilà, j'ai écrit. Et puis quand on est passé par Sciences Po, qu'on a fait du théâtre et qu'on a enseigné, on sait à peu près se comporter pendant un entretien. Et donc je n'ai eu aucune difficulté, en plus dans une situation économique très favorable. Il ne faut pas Ouais. non plus que je me fasse passer pour ce que je ne Oui. suis pas, mais je n'ai pas eu de problème pour trouver. Donc je me suis dit, je vais faire ça pendant quelques temps. Ça fait quelques années, Et oui. puis en fait, j'y suis restée 18 ans Ouais. parce que comment dit-on, j'ai grimpé les échelons. Mhm. Voilà, un peu à l'américaine d'ailleurs. Mhm. J'étais dans une boîte américaine quand j'ai arrêté, au bout de 18 ans, j'étais ce qu'on appelle directrice de réseau. Voilà, donc, mais je commençais à avoir des petits problèmes éthiques. Euh, voilà, je commençais à me dire que quand même, voilà, la recherche c'est passionnant, mais Mhm. elle n'est pas toujours comme elle devrait être. Mhm. Et les médicaments que l'on vend, voilà, parce que la petite pilule bleue est meilleure que la petite pilule rose, strictement identique. Parce que c'était l'époque en plus où il y avait eu beaucoup de fusions dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, les visiteurs médicaux se retrouvaient dans 2 filiales différentes en Mhm. train de vendre le même produit sous un nom différent, Mhm. etc. Et puis il commençait à y avoir les produits génériques qui étaient... Enfin bon, bref, tout cela devenait un peu compliqué. Ouais. Et à cette époque-là, on m'a fait une proposition de poste qui m'aurait conduite entre les États-Unis et la France. Mhm. Et j'étais donc mariée et j'avais 2 petites filles en bas âge. Et c'est intéressant parce que c'est l'époque où se pose la question y aller ou ne pas y aller, y aller ou ne pas y aller. Mhm. Et mon époux avait à cette époque-là créé sa propre, enfin venait de prendre des fonctions importantes et dans ce qui est sa société et donc c'était compliqué, ça allait être très compliqué. Et j'ai eu mes enfants, enfin j'ai fait mes enfants parce qu'à un moment donné, j'avais dit,
moi j'aurai des enfants quand j'aurai vraiment les moyens de les élever. Mhm. Et donc je n'ai pas été une mère très jeune. Et je me suis dit, est-ce que je vais me priver de mes enfants? Enfin, vraiment, ça a été Ouais. la féministe que je suis a vraiment fait le choix de ne pas accepter ce poste. Mhm. Mais par contre, quand on n'accepte pas un poste qui représentait une promotion importante, Ouais. on ne peut pas rester dans le poste qu'on occupe, parce que Mhm. tout d'un coup, il ne présente plus grand intérêt. Mhm. Donc, et puis, comme je disais tout à l'heure, ces raisons éthiques qui commençaient à me traverser l'esprit un peu sérieusement. Et donc, j'ai démissionné, Ouais. j'ai quitté l'industrie pharmaceutique. Mais comme la nature a horreur du vide et que j'ai horreur de ne rien faire, j'ai créé une entreprise, une société de tourisme vitivinicole, Ouais. qui était une entreprise ici à Bordeaux de ce qu'on appelle de tourisme incoming, c'est-à-dire je recevais des clients étrangers, américains pour la plupart, Mhm. et quelques asiatiques, japonais, Mhm. et je leur faisais visiter comment dit-on, Des domaines, des domaines, des châteaux. Ouais. on organisait, j'ai fait bien sûr de l'événementiel parce qu'il y avait Mhm. des entreprises, etc. Et puis, il y a eu l'attentat contre les tours aux États-Unis. Mhm. Donc, en 2 heures, j'ai perdu 80% de mon chiffre d'affaires, Mhm. ce qui était quand même un sacré choc. Et donc, j'avais un associé, un très bon ami. Et à un moment donné, moi, j'ai décidé de lui laisser le, le bébé, Ouais. l'entreprise. Et puis moi, je me suis retirée et je me suis entendue dire, parce que l'inconscient, ce n'est quand même pas rien, je me suis entendue dire que si ça ne tenait qu'à moi, j'arrêterais toute activité professionnelle rémunérée pour me consacrer à cette passion qui avait traversé toute ma vie, qui est l'écriture. Mhm. Et j'ai dit, ben voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Très bien. Euh, je vais revenir sur quelques éléments parce que quand tu fais du théâtre, quand tu enseignes le français, est-ce que ce côté passionné des arts et de la culture, forcément en enseignant le français, j'imagine qu'il est là. Après, est-ce que tu le perds pas dans l'industrie pharmaceutique? Est-ce que tu as toujours ce lien à ça? Ou est-ce que, comme tu dis, c'est au final l'inconscient que tu as mis un peu de côté et qui, au fil des années, revient et bon, qui réapparaîtra, comme tu l'as dit? Est-ce que ce lien-là, tu le gardes? Oui, alors je le garde absolument parce que, comme tu disais, on est ici au cœur de la maison, c'est-à-dire dans la bibliothèque. Et tu vois le nombre de livres qu'il y a dans cette bibliothèque et je ne te montre pas ce qu'il y a dans les autres pièces. Donc déjà, il y a la lecture qui dans notre famille, est une constante. Enfin, Ouais. voilà. Il y a les concerts auxquels nous assistons. Mhm. Euh, je me découvre grâce à mon époux qui m'initie une passion pour la musique baroque qui Mhm. depuis ne m'a pas quitté. Nous allons au théâtre, nous allons dans les musées, nous y emmenons nos enfants. Puisque quand nous voyagions avec elle, puisque ce sont 2 filles, nous avions un rythme qui était un musée, une aire de jeu, un musée, une aire de jeu, et voilà. Donc c'était une bonne manière de les amener elles aussi, et elles sont toutes les 2 artistes d'ailleurs, donc Ouais. c'est pas par hasard. Donc voilà, non, non. Je crois que la culture, c'est ce qui est passionnant avec quand on a cette passion, c'est que elle peut tout à fait traverser notre vie et Mhm. nous pouvons tout à fait la traverser à travers toutes les pratiques artistiques possibles. Je te dis, moi, je considère que la lecture est une pratique artistique. Enfin, Mhm. on ne lit pas n'importe quoi, on ne lit pas par hasard, on est plutôt attiré par tel ou tel auteur, telle ou telle autrice, tel genre littéraire, etc. Et puis après, il y a la visite des musées, il y a la visite des bâtiments, il y a la visite des églises, il y a la visite des paysages. Enfin, Ouais.
la culture est partout, si on veut bien la regarder. C'est ça, si on vient ouvrir les yeux. Ouais. Mm. Je ne pensais pas aller là-dessus, mais tu l'as mentionné. Tu as parlé de féminisme, pour le coup. Oui. Tu dis la féministe que je suis. Je viens de terminer un livre sur Gisèle Halimi, justement. Ouais. Celui de Sylvie Kaufmann. Oh, je n'ai plus l'auteur, pardon. Mais c'était un livre illustré. Ah Alors, oui, je ne pense pas oui, que ce c'est soit une BD qui a une été BD faite sur elle. qui Oui, a été, oui voilà, absolument, je vois. qui se lit d'une traite, pour le coup. Mm. Justement, toi, quand tu démissionnes de ce poste-là, et comme tu dis, tu aurais pu avoir un poste à responsabilité, t'avais pas peur de ce qui allait se passer derrière? T'avais pas... Parce qu'aujourd'hui, alors qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, on peut se dire qu'est-ce qui va se passer derrière, mais toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? L'époque était beaucoup plus favorable. Ok. Bon, voilà. En termes d'emploi, c'est ça En que tu veux termes me dire, d'emploi, et puis moi, comme peut-être ce que j'ai raconté jusqu'à présent montre que je suis extrêmement adaptable. Moi, non, la peur, ça fait pas partie de mes critères. Je suis plutôt une fonceuse, donc je trouverai une solution. Enfin, je veux dire, moi, je suis prête à faire n'importe quel métier Non, je n'avais pas peur. Et puis, je trouve qu'il est important dans la vie d'être fidèle à ses convictions. Et donc, il est important comme je te disais tout à l'heure, je commençais à avoir des problèmes éthiques. Enfin, c'est un vraiment. décalage entre ce qui se Commencer à faisait. me dire bon, ça ne va pas. Est-ce que tu vas vraiment continuer à faire ça, etc. Mhm. Donc voilà, j'ai pris. Alors, je n'étais pas toute seule. Hein. J'ai mentionné mon époux, j'ai mentionné Jean-Pierre. C'est quelqu'un d'important dans ma vie. On est deux, c'est pas rien d'être deux. Hein. J'ai aussi été élevée à un moment donné par une mère qui était seule avec nous. Donc, je sais ce que c'est que d'être une femme et d'élever des enfants seule, avec tout ce que cela peut supposer. Donc, voilà, non, j'avais pas peur. Ouais. Tu dis, alors, je retourne sur la partie de l'entreprise de tourisme vitivinicole. J'avais lu que tu disais que tu avais fait des rencontres de gens étonnants. Grâce à ce métier-là. Pour le coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Pendant combien de temps est-ce que tu l'as pratiqué et en quoi ça consistait là aussi? Et qu'est-ce que ça t'a apporté de rencontrer ces gens-là? Parce que tu as plusieurs fois, excuse-moi de te couper, plusieurs fois mentionné les rencontres. Chaque fois tu parles des amis que tu as creusés dans ton chemin pour aller faire tel travail. Donc l'importance des rencontres là aussi. De toute façon, moi je crois beaucoup à l'autre. Je crois beaucoup à la rencontre, effectivement. Je crois que quand on a les yeux ouverts, on se rend compte qu'on croise des personnes absolument étonnantes, passionnantes. Oui, il m'est arrivé, quand nous avions cette agence avec mon associé, je ne sais pas s'il était encore là déjà là à cette époque. Enfin bref, peu importe. Et nous avons été contactés par une agence d'avocats anglaise à Londres. On me dit qu'un client va venir à Bordeaux pour fêter, je crois, un anniversaire. Et que ce client ne me donnera pas son nom. Il s'appellera Monsieur A. Bon. Et que je ne traiterai qu'avec le cabinet d'avocats. Bon, très bien. Et c'est ce qu'on fait. On monte un programme formidable, avec des exigences absolument incroyables. Il fallait qu'il y ait des voitures. Monsieur A et ses amis qui arrivaient en avion privé étaient logés dans un château de Bordeaux. Donc il y avait des voitures dans la cour du château. Voilà. Il fallait changer le programme toutes les 3 minutes parce que voilà. Ce monsieur était là avec des gardes du corps. Des gardes du corps. Costaud. Oui. C'était très impressionnant. À un moment donné, j'ai voulu m'approcher de lui. Je me suis fait, juste pour lui dire bonjour monsieur, comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Je me suis fait barrer la route par les gardes du corps en question. Voilà. Et en fait,
Donc il est reparti dans des conditions absolument rocambolesques puisque ses clients avaient laissé toutes leurs affaires, enfin pas ses clients, ses amis qui l'accompagnaient. Il y en avait une partie qui était logée au château, une autre partie qui était logée dans un hôtel, avaient laissé leurs vêtements dans les chambres, n'avaient même pas fait leurs bagages, comme s'il était normal de se retrouver à l'aéroport avec ses bagages faits. C'est ce que nous avons fait. J'ai envoyé 2 de mes collaboratrices faire les bagages. Enfin, c'était absolument incroyable. Et puis, donc ils s'en vont. C'était un peu compliqué, un peu rocambolesque le départ. Et on dit quand même ouf. Et 2 heures après, le téléphone sonne. C'était les renseignements généraux qui me disaient, qui me demandaient, voilà, donc qui me posaient beaucoup de questions. Et en fait, j'avais reçu M. Abramovitch. Ok. Ah Ça, oui. Et les renseignements généraux me disaient, mais enfin, madame, vous rendez-vous compte? Je dis, écoutez, moi, je ne sais pas. Mon client, ma cliente, c'est une avocate de Londres. Je ne connais pas ce monsieur, je ne lui ai même pas parlé. Alors après, effectivement, quand on m'a dit son nom, oui, je l'ai reconnu. Mais à l'époque, il était beaucoup, beaucoup moins connu qu'aujourd'hui. Hein. C'était pas... voilà. Mais enfin, avec le recul... On a eu, et parce que les renseignements généraux me disaient, mais vous vous rendez compte, s'il y avait eu un accident sur la rocade, oui, mais qu'est-ce que voilà. Donc voilà, sont des aventures un peu étranges. Voilà, c'est amusant. Effectivement. Tu fais ça pendant combien de temps et pourquoi tu arrêtes? Eh bien, je fais ça pendant 6 ou 7 ans. Et j'arrête parce que ça ne m'intéresse plus beaucoup. Ouais. C'est quand même assez répétitif. Et moi, j'aime pas beaucoup m'ennuyer. Et puis, je crois que, voilà, je parlais d'inconscient tout à l'heure, je crois que l'envie d'écrire, apparaît fortement. Et puis, parce que quand je m'entends dire, si ça ne tenait qu'à moi, parce que je l'ai vraiment dit de cette manière-là, j'arrêterai toute activité professionnelle rémunérée pour enfin me consacrer à l'écriture. Voilà, c'est dit. Si j'avais été sur le divan de ma psychanalyste, je pense qu'elle m'aurait dit, on s'arrête là, allez-y. C'est ce que j'ai fait. Donc c'est ce que tu as fait. Donc tu disais, tu laisses la personne avec qui tu avais créé, enfin en tout cas qui t'avait rejoint, qui m'avait rejoint. Gérer. Et donc là, à ce moment-là, tu arrêtes toute activité rémunératrice, c'est ça? Absolument. Pour écrire. Absolument. Alors, pourquoi et comment on écrit? Mais pourquoi à ce moment-là aussi? Alors, parce que je pense que tout à l'heure, tu m'as demandé pourquoi j'avais fait Sciences Po. Ouais. Pourquoi j'étais allée vers Sciences Po. Et je t'ai dit, voilà, parce qu'on était 3 amis, ça nous paraissait, etc. En fait, j'aurais dû faire des études de lettres. J'étais faite pour faire des études de lettres. J'avais une grande passion déjà pour l'écriture. Ma matière préférée au lycée, c'était le français et la philo. Quand on avait une dissertation à faire, c'était un bonheur pour moi. Ça n'a jamais été une contrainte. Les maths en étaient une. mais il faut quand même savoir que quand j'ai passé le bac, j'étais tellement terrorisée. Je passais les mathématiques à l'oral, parce que j'étais en lettres. Et j'étais tellement terrorisée à l'idée. Les mathématiques, pour moi, c'était... Je viens de voir le film, d'ailleurs, je fais une digression, le théorème de Marguerite, que je recommande à tous tes auditeurs. C'est un film formidable sur le bonheur des mathématiques. Je peux comprendre. Mais moi, c'était effrayant. J'avais l'impression que mon cerveau se fermait. Autant quand il était question d'écrire, mon cerveau s'ouvrait. Là, il se fermait, il se bloquait. Et le professeur de mathématiques m'a dit combien elle me dit, vous avez conscience que ce que vous me dites ne rime à rien? J'ai dit oui. Et elle me dit, mais combien avez-vous eu au baccalauréat de lettres que tu sais qu'on passait en première? Ouais. Et j'avais eu 18 et 18 à l'écrit à l'oral. Elle m'a dit, bon d'accord, alors je vous mets 8 pour pas vous mettre une note éliminatoire. Mais la professeure de mathématiques m'a mis 8 alors que je méritais 0. Je ne disais que des inepties. Je ne comprenais... Elle a été sympa. Elle était très sympa. Mais c'est pour dire que voilà, j'aurais dû faire des études. Aujourd'hui, avec le recul, quand je me retourne, je me dis, j'aurais dû faire des études de lettres. Bon, c'est pas grave. Donc pour répondre à ta question, eh bien... moi, je suis une femme organisée. Donc, pour répondre à ta question, comment on écrit, je me la suis posée, cette question.
Eh bien, je me suis inscrite à l'ALEF, qui est un atelier d'écriture qui donne des cours d'écriture, en fait. C'est plus qu'un atelier. Ce sont vraiment des cours extrêmement... avec un programme extrêmement gradué, qui monte en puissance. Et j'ai suivi ces cours jusqu'à l'obtention d'un diplôme, voilà. Ouais. En tout cas, d'un diplôme qui confirmait ma pratique pendant 3 ans. Ok. J'ai été d'une rigueur absolue. Je n'ai pas manqué un seul cours. Et donc, au cours de ces cours, on écrivait beaucoup à partir du Ponctum de Barthes, à partir de Pérec, à partir de nombreux auteurs et autrices, à partir d'Annie Ernaux, à partir de Duras, c'était absolument passionnant. Et donc, et entre les cours, on avait des choses à écrire. Et un jour, en me baladant dans mon ordinateur, j'ai ouvert un dossier et j'ai relu c'était pas vraiment une nouvelle, mais enfin en tout cas un texte que j'avais écrit au cours de cette pratique. Et j'ai commencé à dérouler le fil. Et j'ai écrit 300 pages à peu près, à partir d'un personnage qui s'appelle Gilda. Et j'ai écrit 300 pages en écriture omnisciente. Et puis ça a fait un manuscrit. Et puis ce manuscrit, je l'ai envoyé à des maisons d'édition qui l'ont retoqué. Voilà, là ça c'est un apprentissage bien particulier, l'apprentissage du nom. de la publication. Ah oui, enfin oui. Et alors, une amie que j'ai rencontrée depuis que je publie, oui, et que j'avais rencontrée pendant cet atelier d'écriture, m'a rappelé, mais ça par contre je l'avais totalement oublié, qu'au tout premier cours de ce qui allait être ma pratique pendant 3 ans, il paraît, je lui fais toute confiance, que j'ai dit, parce qu'on nous demandait pourquoi, nous étions un groupe, c'était un petit groupe, on était 8 personnes. On nous a demandé pourquoi êtes-vous là, un tour de table, pourquoi êtes-vous là. Et il paraît que j'ai dit, moi je suis là pour être publié. Ok. Voilà, donc j'y reviens, l'inconscient. Voilà, donc bon, il paraît que j'ai dit ça, et in fine, j'ai été publié, donc j'en déduis que c'était vraiment une volonté forte. Donc j'ai écrit ce manuscrit, je l'ai envoyé à des maisons d'édition, je me suis fait retoquer, parce que quand on fait un premier manuscrit, on n'a pas peur, hein, on l'envoie à Gallimard, à Actes Sud, à Grasset, à Flammarion, enfin, les petits, quoi, les petits que personne ne connaît. Voilà. Et même si j'aime pas beaucoup dire petite maison d'édition parce que ça pourrait paraître péjoratif, alors que toutes les maisons d'édition sont des maisons d'édition. Et un éditeur, je vais essayer quand même de faire un peu court, un éditeur m'a retoqué en me disant Madame, allez jouer dans votre cours, quoi. Vous avez autre chose à faire que d'écrire. Donc ça c'est très très dur, c'est très 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 dur, mais c'était une chance extraordinaire en fait. Parce que, effectivement, je suis allée jouer dans une autre cour, c'est-à-dire que j'ai rangé le manuscrit en question et j'ai créé un blog de cinéma qui s'appelait Bordeaux-Gironde, BC, Bordeaux-Gironde, C pour cinéma, et le deuxième B, j'ai un trou, je ne sais plus. Bordeaux-Gironde. J'avais pas vu. Oui. Bon, bref. Et donc, pendant 2 ans, ce blog a très, très bien... très, très bien. Oui, il a bien tourné. Donc, j'allais au cinéma tous les jours. Je faisais des critiques de films. Et je ne faisais des critiques que de films que j'avais aimés, qui me semblaient présenter un intérêt.
Donc c'était le plaisir d'écrire. Ouais. Voilà, je faisais des interviews comme toi, Ouais, j'ai ouï dire. de personnes travaillant dans le milieu du cinéma. Ouais. François Aimé, par exemple, du Jean Eustache, ou Pierre Bénard à l'époque qui dirigeait l'UGC, ou le directeur dont le nom m'échappe, pourtant je vois bien, de l'Utopia. Enfin bon, Mhm. et puis des techniciens. Enfin, parce que c'était un peu que tout. Je suis toujours très intéressée par ce qui se passe autour Ouais. mais D'une œuvre. c'est pas à toi que je effectivement. vais expliquer ça. Donc voilà. Et en fait, donc j'ai fait ça. Et puis Donc une pendant amie, 2 ans quand même, ce qui pendant demande 2 ans, beaucoup d'engagement et de un temps. sacré boulot. Ouais. C'était parce que je donnais toutes les horaires de sortie. Enfin, je faisais. Ouais, non, il y avait- C'était un blog, c'était un très joli blog Ouais. qui a disparu bien sûr puisque je l'ai arrêté. J'ai une amie autrice qui avait lu mon manuscrit, etc., et qui me dit, mais enfin, tu peux pas arrêter, tu dois continuer, tu dois reprendre, enfin, c'est pas possible. Donc un jour, j'ai ressorti, mais vraiment physiquement, ce manuscrit, alors là, pour le coup, de son tiroir. Ouais. Je l'ai posé sur mon bureau, je n'y ai pas touché, je le regardais du coin de l'œil, et puis un jour, je l'ai ouvert, Ouais. et j'ai écrit « Je m'appelle Gilda Morel, Mademoiselle Gilda pour certains ». Et à partir de là, en un mois, j'ai réécrit tout le texte. Ouais. Je suis passée d'abord de la narration omnisciente à la première personne. Je suis passée d'une écriture très, j'ai presque envie de dire, 19e, c'est-à-dire qui donnait beaucoup de détails, qui racontait tout, etc., à une écriture quasi minimaliste. Mhm. Et à une écriture du fragment. Et puis j'ai fait lire ce nouveau manuscrit à une amie qui travaillait dans une librairie, et je lui ai dit, forte de ma première expérience, ne me dis pas si c'est bien ou pas bien, dis-moi si de ton point de vue c'est publiable ou pas. Ouais. Et elle m'a donné ce magnifique conseil quand nous sommes revus. Elle m'a dit, je pense que c'est publiable et ne néglige pas les maisons d'édition installées en région. Mhm. J'ai suivi son conseil. J'ai envoyé à 3 ou 4 maisons d'édition. Et la première qu'il a lue m'a appelé pour me dire on veut vous publier. C'est comme ça que j'ai publié mon premier roman qui s'appelle donc L'Effacement aux éditions Passiflore. Exactement, en 2014. En 2014 ou 2015. Oui, puisque j'ai été Tu lauréate as du été festival lauréate. du premier roman en 2015. Ouais, Oui. En exactement. 2014, oui. Ok. Mm. Sacrée histoire pour le coup. Mm. Merci. Mm. J'imagine tellement quand tu dis que tu sors le manuscrit, que Oui. tu le regardes sans le regarder qu'en Oui. même temps, enfin toutes les émotions qui doivent passer à ce moment-là. au Absolument. final, Et en même temps, tu sais, il y a un travail souterrain qui se fait, tu vois. C'est-à-dire que comme tu dis, je pense qu'on voit bien l'image de ce manuscrit posé légèrement sur la gauche et ce regard en coin, et je le vois encore avec ces tortillons noirs. Et puis cette espèce d'attirance-répulsion. J'y vais, je n'y vais pas, j'y vais, je n'y vais pas. Et puis finalement, j'y vais, et c'est un ineffable bonheur. Parce que je peux te dire que j'ai reçu l'appel le 4 janvier 2014. Pourquoi est-ce que je suis aussi précise ? Parce que je rentrais de l'étranger, j'avais éteint mon téléphone, je l'ai rallumé donc en arrivant ici à la maison, et j'écoute le message. Je me dis d'abord que je n'ai pas compris. Donc je réécoute le message. Je tends le téléphone à Jean-Pierre en lui disant « Dis-moi ce que tu comprends ». Tellement c'est sidérant. C'est un bonheur. Être publié, c'est être reconnu. C'est dire... Il est une chose d'écrire en France. Nous sommes tous et toutes des écrivains. Nous savons très bien que tout le monde écrit en France. Il paraît que nous sommes le pays où il y a le plus de journaux intimes. D'ailleurs, les éditeurs et les éditrices ont été confrontés après le Covid à une grande problématique. C'est la réception massive de manuscrits et de personnes qui ont écrit pendant cette période si particulière où nous avons tous été en retrait de la vie. Et
Et donc, quand on vous dit, on veut vous rencontrer, c'est-à-dire qu'en fait, on vous dit, on vous désire, c'est absolument fabuleux. Fabuleux. Et quand vous recevez le premier, ce qu'on appelle service de presse, c'est-à-dire que le livre, c'est ce livre, c'est-à-dire que le livre il n'est pas encore publié, il existe, il a une couverture blanche, il y a un tampon dessus, service de presse, mais il y a votre nom d'autrice, il y a le titre du livre, il y a écrit édition Passiflore. Vous êtes au bord de l'évanouissement. Faut s'asseoir pour le oui, oui, c'est une grande, grande, grande émotion. Ouais. Oui. Justement, est-ce que, ça me fait penser à ça, est-ce que pour créer, on a aussi besoin de ces moments de pause et ces moments où on n'y va pas en fait? Parfois, je vais étayer mon propos, parfois on peut, et c'est mon cas pour le coup, donc c'est peut-être le cas d'autres personnes, quand j'ai très envie de faire quelque chose, j'essaye de m'y mettre, je veux absolument persévérer, mais c'est un entêtement quasiment, et c'est pas productif. Ça dépend. Ça dépend, ok, Oui. bon bah peut-être, en tout cas à titre personnel. Oui. J'ai l'impression que parfois quand je suis vraiment entêté, et alors que en laissant le truc un petit peu de côté, au final, on parle beaucoup d'inconscient depuis tout à l'heure, lui fait son travail et ça ressort au bon moment. Est-ce que toi ça tu l'as ressenti? Est-ce que tu l'as senti que c'était le bon moment à ce moment-là? Comment les planètes se sont alignées et est-ce que tu as fait quelque chose pour qu'elles s'alignent? Non, je crois qu'effectivement, tu parles de l'écriture du premier écrit, roman. Ouais, non, je pense que c'était, voilà, c'est ce travail, comme je disais tout à l'heure, souterrain qui se faisait et qui faisait son œuvre, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis doublé d'une envie extrêmement forte d'écrire, doublé d'une espèce de certitude très personnelle que j'avais quelque chose à dire. Parce que c'est vrai que ce que j'écris est quand même lié à... Alors là, je me rends compte aujourd'hui où j'ai plus de recul, puisque ça fait quand même maintenant presque 10 ans que je publie. Je me rends compte que mon propos, justement, est du côté des femmes, du côté du féminisme, que j'écris plutôt des portraits de femmes, même si, bien sûr, ça n'exclut pas la présence de personnages masculins dans mes écrits. Mais c'est vrai que je raconte des histoires qui arrivent à des femmes et que les sujets que j'aborde sont plutôt des sujets... oui, voilà, qui les concerne au premier chef, que ce soit pour la première histoire, celle de Gilda, le fait d'être dans les années 50, ce qu'on appelle une mère célibataire. Pour le deuxième, d'être une femme qui découvre l'emprise. Pour le troisième, une jeune femme qui interroge la relation complexe avec le père. Enfin, voilà, je raconte plutôt des choses comme ça. Donc je pense que tout ça vient aussi de ce que j'ai vécu, de ce qui m'intéresse, de ce qui me concerne, de ce qui me donne envie d'en dire quelque chose. Ouais. Justement, à quel point il y a de toi là-dedans? À quel point c'est en partie ton histoire aussi? Alors, dans le roman, le dernier que j'ai publié, donc Géographie d'un père, toujours aux éditions Passiflore, à qui je suis fidèle, mais qui me sont fidèles, parce que c'est pas rien, ça non C'est plus. réciproque, oui. J'ai écrit en exergue la phrase de Marguerite Duras, écrire, c'est écrire sur soi, l'imagination n'existe pas. Et je suis profondément convaincue de ça. C'est-à-dire, moi je suis plutôt de la veine, je dis ça avec beaucoup de modestie, hein, je ne me mets pas à égalité, je me mets... Mais mes autrices préférées sont effectivement Marguerite Duras, Annie Ernaux, Virginia Woolf bien sûr, Chloé Delhomme que j'ai eu le plaisir de rencontrer récemment pour son dernier livre Pauvre folle, que je recommande aussi absolument. Voilà, ce sont des... Mais il y a des auteurs aussi, hein, Pascal Quignard, Sylvain Tesson, enfin voilà, et bien d'autres.
ce sont des autrices. Je crois que j'ai un tout petit peu oublié ta question. Parce que je suis en train de chercher d'autres auteurs. J'ai senti que... Oui, je suis en train de regarder ma bibliothèque là. Là, ma question, c'était est-ce qu'il y a un petit peu de toi là-dedans? Oui, Et donc, tu as commencé oui. à citer cette phrase. Voilà, cette phrase de Marguerite Duras. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis convaincue qu'on n'écrit pas ex nihilo. Ouais. Quand j'étais à Paris, j'ai donc beaucoup été dans les milieux féministes, et en particulier, mais pas que, mais j'étais assez éclectique, moi, mais auprès de Gisèle Halimi, Mhm. que j'ai eu le plaisir de croiser là aussi, mais comme Delphine Seyrig. J'ai même vu Simone de Beauvoir. Oh. Voilà, mais Ça je l'ai doit vu. être- Hein, je ne suis pas en train de dire que j'ai connu Simone de Oui, Beauvoir. bien sûr. Ne Mais nous tu méprenons Tu pas. l'as croisé. Par contre, je l'ai beaucoup lu. Ouais. Voilà, donc j'ai beaucoup entendu des histoires de filles à cette époque-là. C'était pas, le mouvement MeToo n'était pas passé. Mhm. On était beaucoup dans le silence. Mhm. Voilà, il y avait des histoires très douloureuses, et j'en ai entendu beaucoup d'histoires douloureuses. Et aujourd'hui, je sens qu'elles réémergent, ces histoires. Donc après je tisse autour de ce que j'ai entendu. Alors, Mhm. mon premier personnage, cette femme Gilda, à laquelle je suis très très attachée, elle est une mosaïque de plusieurs femmes que j'ai connues, dont moi, bien sûr. Mais je suis aussi dans les personnages masculins. Ouais. Et je raconte aussi souvent cette anecdote. J'étais en train d'écrire donc ce premier manuscrit, et j'étais rue Judaïque, pour nos auditeurs et auditrices bordelais et bordelaises, ça parlera. Et j'arrive à l'angle de la rue Judaïque, de la rue du Palais Gallien et de la place Gambetta. Mhm. Je lève les yeux et je vois cet appartement qui fait l'angle entre Gambetta et le Palais Gallien, avec ses demi-fenêtres. Mhm. Et tout d'un coup, je me dis, ah ben Gilda, elle va vivre là. Et il y a une scène où je décris, elle regarde, elle est derrière sa fenêtre, elle regarde la place Gambetta, les arbres de la place Gambetta. Ouais. Et chaque fois, c'est-à-dire quasiment tous les jours quand je passe là, je Tu pense salues Gilda. je pense à Gilda. Mais voilà, c'est pour dire comment tout ça se mêle. Ouais, Voilà. ouais, complètement. J'avais aussi vu que tu étais allé rencontrer des prisonniers quand tu avais sorti Oui. ton premier ouvrage. Oui. Je crois que ça t'avait marqué. Ça m'a beaucoup marqué. On disait tout à l'heure que j'ai eu le grand bonheur d'être, ce qui pour un premier roman est quand même une sacrée reconnaissance. J'ai été lauréate du Festival de Chambéry. Ouais. Et c'est un très très beau prix, parce que c'est un prix qui est attribué par des lecteurs et des lectrices. C'est-à-dire qu'il y a des clubs de lecture partout en France. Et il y a à peu près, quand moi j'ai été lauréate, il y avait à peu près 600 premiers romans qui étaient sortis. Là, ces clubs de lecture en sélectionnent 60, Mhm. puis en sélectionnent une promotion de 15. Et je trouve ça très intéressant, parce qu'il n'y a pas un roman meilleur qu'un autre. Mhm. En revanche, une promotion de 15 Mhm. sur 600, C'est pas mal. voilà, ça dit quelque chose. Et ces clubs sont animés par des animatrices ou des animateurs, dont un est le club des prisonniers longue peine, Mhm. donc ce qu'on appelle des criminels, Mhm. voilà, de Chambéry. Ouais. Et ce club de lecture m'avait élu comme étant le texte qu'ils avaient préféré. Mhm. Donc ils avaient droit à une rencontre, et ils ont demandé à me rencontrer. Je précise que ce sont des hommes. Ouais. Et donc j'ai été invitée à aller à ce club. Donc je suis allée à la prison de Chambéry. J'ai envoyé mes documents disant que je n'avais jamais été condamnée. Mhm. J'ai laissé mon téléphone dans la voiture. J'ai donné ma carte d'identité. J'ai été fouillée. J'ai passé une porte, 2 portes, 3 portes, 5 portes. Et il faut entendre le bruit des verrous. Mhm. Mhm. C'est une chose d'entrer dans une prison quand on sait qu'on va en ressortir. Mhm. Mais quand même, c'est très impressionnant. Et là, j'ai rencontré ces hommes qui avaient, dans la petite pièce qui était la bibliothèque où se réunissait le club, ils étaient 7 ou 8. J'étais venue avec une de mes éditrices. Elles sont 3. J'étais venue avec Florence, et l'animatrice du club. Et
Et donc, on a eu une conversation absolument passionnante. Passionnante. Ils avaient préparé des gâteaux pour moi, pour m'accueillir. Et à la fin, je leur ai dit, mais voilà, moi aussi j'ai une question. Pourquoi moi ? Je suis une femme, j'ai écrit quand même l'histoire d'une femme. Et l'un d'eux m'a dit, parce que Gilda est enfermée comme nous, dans sa passion amoureuse. Et quand je vous ai lu, je me suis évadée avec Gilda. Quand on vous voyez, j'en suis encore émue. Tu vois, je te vous vois du coup. Et j'en suis encore émue parce que ces hommes m'ont... Et alors, il s'est passé une chose encore plus... Enfin, également incroyable, c'est que parmi ces prisonniers, il y en avait un qui allait repasser en procès parce qu'il y avait un élément nouveau dans son dossier qui laissait penser que peut-être il n'était pas aussi coupable qu'il paraissait, ou il avait paru. Et le surlendemain, donc j'étais en signature au festival, puisqu'on on donnait des conférences, c'est beaucoup dire des conversations, pas exagéré. Quand on en est à son premier roman, faut peut-être pas, voilà. Restons modestes. Et donc les parents de ce jeune homme sont venus me voir en me disant que le fait de m'avoir rencontré lui avait fait énormément de bien et que ça l'avait apaisé, etc. Et j'ai su ensuite qu'effectivement, il avait été libéré. Ouais. C'est puissant. C'est très puissant. Oui. Ça a été un des grands moments de ma vie. Grand moment de ma vie. J'ai eu vraiment ce sentiment de... Voilà, je me suis dit, ben voilà, si j'ai écrit, peut-être que je n'écrirai jamais d'autres livres. Vous savez, tu sais, quand on a écrit un livre, et qu'on te dit d'ailleurs, qu'on te demande quel sera le prochain, tu trembles en te disant, mais je ne sais pas s'il y aura un prochain. Et là, je me suis dit, ben voilà, si je n'en ai écrit qu'un et qu'il a aidé une personne, je suis très heureuse. Ce qui était le cas. Ton deuxième livre, Juste la lumière, pourquoi là aussi, alors je te pose la question, pourquoi réécrire dans ce cas-là ? Qu'est-ce qui, parce que le premier était plutôt un succès, si on peut le dire, tout de même. Qu'est-ce qui te donne envie d'en écrire un autre ? Peut-être parce que le premier a rencontré son lectorat. Et puis parce que l'écriture est une véritable passion, c'est pas une passion éphémère, c'est peut-être que d'ailleurs je suis passée du stade amoureux de l'écriture au fait d'aimer l'écriture et d'aimer écrire. Si on fait une métaphore avec l'amour, voilà, j'ai passé le cap de l'état amoureux pour entrer dans celui du fait d'aimer avec ses défauts, ses qualités, ses difficultés, ses joies, ses peines. Parce que c'est beaucoup de joie d'écrire, mais c'est aussi beaucoup de douleur. Et le deuxième roman, qui est l'histoire d'une femme qui s'appelle Eva, qui va rencontrer, qui est une femme très libre. Le roman n'est pas daté, mais ça pourrait être les années 90-2000. C'est une femme libre, c'est une femme qui est plutôt qui a un lieu culturel, qui reçoit des artistes, qui est une femme un peu hautaine, un peu distante, qui a des amants qu'elle prend, qu'elle laisse, un peu au gré comme ça de sa fantaisie. Et puis un jour, elle croise un Dimitri, qui est metteur en scène de théâtre, et elle pense qu'elle a rencontré son alter ego, et elle a effectivement rencontré son alter ego. Mais voilà, deux personnalités très fortes, et les choses ne vont pas se passer comme elles pourraient supposer. Et en fait, c'est une femme qui va se retrouver dans une sorte d'emprise, quoi, qui va passer d'une grande liberté de vie, de choix, à une situation d'emprise. Ok. Je crois qu'il y a l'une des phrases, justement, si je ne m'abuse, qui est tirée du livre, mais tu me diras normalement oui. Tu cherches ta place, quelle est-elle si celle qui t'est attribuée n'est pas exactement la tienne ? Tu n'en as pas la certitude, mais tu as la prescience qu'il y a un temps pour la guérison, qu'il y a un temps pour la vérité. C'est effectivement un livre qui est extraite de Juste la lumière. Ouais. Tu as de la chance que je me le rappelle, parce que parfois, quand on nous cite vous avez écrit que... oui, d'accord. Il y a quand même quelques pages, donc... Mais sur le nombre de pages, je vous avoue que... Mais ça, oui, je me rappelle très très bien, puisqu'effectivement,
Eva va tomber malade Mhm. et va prendre conscience que, qu'il faut qu'elle retrouve la place qui est la sienne Ouais. et que là où elle est pour l'instant, ça n'est pas la bonne place. Mhm. Mhm. Et ça, pour le coup, tu l'as dit, mais tu disais qu'il y avait un peu de toi dans les deux personnages entre Gilda et Eva, la mélancolie de Gilda et la volonté d'aller au bout d'Eva. Voilà. Ouais. J'ai dit ça? Oui, Oh, c'est beau. c'est joli. Oui, c'est très beau. Oui, c'est ça. Moi, je dis souvent, tout à l'heure, je te dis, je suis une fonceuse, je suis Mhm. quelqu'un d'obstiné, et je dis souvent que je suis une pessimiste gaie ou une optimiste triste. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, mondial, je vais dire, Mhm. je suis contente d'être une pessimiste gaie ou une optimiste triste parce que je suis inquiète profondément. euh, et si je n'avais pas ce caractère, je crois que nous avons tout ce qu'il faut pour nous laisser aller à... Mais je suis quelqu'un, et peut-être le troisième roman le montre, je suis quelqu'un qui... euh, une- une- il y a un adage qui n'est pas très joli, mais c'est vrai que je vois plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Mhm. Je vois toujours... j'avais une mère, je dis j'avais puisqu'elle est décédée, mais en fait elle est toujours ma mère, mais qui disait toujours c'est un mal pour un bien. Et, ça peut paraître comme ça un petit peu simpliste, et ça l'est certainement, mais quand on y réfléchit, on se rend compte que dans toute situation, quelle qu'elle soit, il faut parfois chercher beaucoup, beaucoup. Mais il faut parfois passer par le pire pour trouver le meilleur. Mhm. Et je veux avoir l'espoir que des situations comme ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, peut-être que nous sommes en train d'approcher du pire, ou peut-être que nous vivons le pire, pour que peut-être nous arrivions collectivement à trouver le meilleur. Mhm. Je l'espère. J'espère aussi. Mhm. Mais je crois, pour le Mhm. coup, que c'est le cas. J'espère et je crois. Géographie d'un père, ton troisième ouvrage, sorti l'année dernière. Géographie d'un père, mon troisième ouvrage. Très Euh, personnel, pour le coup. Plus personnel, mais comme je dis, le thème de ce troisième roman, j'ai dit bien, c'est un roman, ça n'est pas un récit, Mhm. parce que ce qui m'intéresse, moi, dans le fait d'écrire, c'est comment, puisque comme je le disais tout à l'heure, on n'écrit pas ex nihilo, donc il y a toujours quelque chose de soi, ne serait-ce que pourquoi on a envie d'écrire ça et pas autre chose. Mhm. J'en parlais avec un ami ce week-end qui écrit des romans policiers, que je recommande d'ailleurs, c'est un auteur qui s'appelle Gilles Vincent. Gilles me dit, en fait, parce que c'est une conversation que nous avons eue, parce que je lui avais dit, donc, Marguerite disait que l'imagination n'existait pas. Il me dit, non, 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 je ne suis pas du tout d'accord. Moi, j'imagine, etc. Je dis, non, d'accord, réfléchis quand même. Et il m'a dit, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Et effectivement, j'écris sur mes obsessions. Mhm. C'est-à-dire, il a écrit, par exemple, un roman policier qui s'appelle ce pays qu'on assassine. Et il dit, en fait, c'est ma terreur de voir le Rassemblement national arriver au pouvoir Mhm. qui m'a fait écrire ce roman. Donc, je lui dis, tu Mhm. vois, l'imagination n'existe pas. C'est bien ce que je dis. T'avais raison, Pascal. Voilà. C'est surtout Marguerite Duras qui a raison. Moi, je ne fais que répéter comme un perroquet, mais voilà. Et donc, effectivement, je pars d'un événement qui m'est arrivé dans ce roman pour retisser, et je l'espère, mais aujourd'hui, j'ose le dire parce que le roman a maintenant plusieurs mois et donc c'est l'écho que j'en ai, pour faire littérature. Mhm. Parce qu'un événement qui est arrivé à l'auteur ou à l'autrice, en soi, on s'en fiche. Voilà. Mais par contre, qu'est-ce qu'on en fait? Mhm. Et là, je vais oser à nouveau citer Annie Ernaux. Annie Ernaux, quand elle nous parle de sa place dans la fratrie, parce qu'elle a découvert qu'en fait, elle a une sœur décédée avant elle, et Mhm. qu'elle écrit ce merveilleux texte qui s'appelle La place, quand elle raconte son viol, quand elle raconte sa place dans la société, parce qu'elle est fille de cafetier normand, et qu'elle se retrouve dans les cercles parisiens, et qu'aujourd'hui elle est prix Nobel, et qu'elle dit qu'elle a trahi sa classe, Mhm. qu'elle n'est pas toujours d'ailleurs bien comprise quand elle dit cela. Mais moi, j'ai le sentiment de bien l'entendre. Voilà, moi, j'écris dans cette veine-là.
mais ce qui m'est arrivé, on s'en fiche. Mais en revanche, si ça fait écho, et il semblerait que cela fait écho chez les lecteurs ou les lectrices, là c'est une grande, là c'est un bonheur. Là je me dis ben, j'ai raison d'écrire, voilà. Pour le prisonnier dont on parlait tout à l'heure. Pour toutes ces femmes qui m'ont dit quand j'avais écrit l'effacement, j'avais écrit l'histoire de leur mère, de leur sœur, de leur tante, leur propre histoire. Quand géographie d'un père, on me dit mais moi, mon propre père, ou moi en tant que père, etc. Bon, ben voilà, c'est qu'ils ont une place, ces lieux. Ouais. Est-ce que justement, c'est pas doublement thérapeutique d'écrire, c'est-à-dire à la fois pour soi, quand on écrit, est-ce qu'il y a une part de thérapie là-dedans? Et en même temps, tu dis c'est utile pour les autres, Oui. quand on, en tant que lecteur et lectrice. Alors je pense que, en tout cas, je ne sais pas bien répondre à cette question. Ouais. Peut-être certaines personnes utiliseraient ce mot, je ne sais pas. Moi, je dirais plutôt que ça me concilie avec moi-même. Mhm. Alors peut-être que c'est ça la thérapie, mais voilà, moi ça me met en accord avec moi-même. Mhm. J'ai envie de le dire plutôt comme ça. On me dit, par exemple à propos de géographie d'un père, on m'a demandé si c'était un livre du pardon. Mhm. Non. Non, je ne pardonne. Enfin, il se trouve que je suis agnostique, donc le pardon, c'est une notion complexe pour moi. En revanche, c'est un livre de réconciliation. Mhm. C'est la narratrice, parce que je dis bien la narratrice, parce que se réconcilie avec le père dont elle parle et avec elle-même. Parce que effectivement, ce que je peux dire aussi, c'est que l'autrice que je suis, même quand elle écrit géographie d'un père et qu'elle écrit je, se met à la place de la narratrice. Et c'est dans cette distance entre l'autrice et la narratrice que le livre s'écrit. C'est pas parce que l'autrice est la narratrice. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre quand je dis ça, mais l'autrice devient le personnage, même si ce personnage est la narratrice, et même si la narratrice inscrit sa narration quelque part chez l'autrice. Voilà, c'est dans cette espèce de va-et-vient que le livre s'écrit. Et est-ce que pendant que toi tu écrivais, parce que je vais aussi petit à petit aller sur la partie artistique, en parlant du CAPC, en parlant un petit peu avant de la Fondation de France aussi, tout de même, on n'en a pas encore parlé, évidemment. Est-ce que toi tu continues, évidemment, j'imagine, d'aller au cinéma, d'aller regarder des expositions? Est-ce que tout ça inspire aussi l'autrice que tu es? Ça nourrit. De toute façon, l'art, quelle que soit la pratique artistique, qu'on aille dans les musées, qu'on aille au cinéma, qu'on aille au théâtre, qu'on aille écouter de la musique, qu'on fasse du dessin, etc., quelle que soit la pratique artistique, l'art est une nécessité. Je disais récemment, je citais Robert Fillou qui disait que l'art rendait la vie plus indispensable que l'art. Je crois que cet homme a tout dit. Enfin, et je disais l'autre jour, j'ai eu l'opportunité de faire un discours dans le cadre du CAPC dont nous allons parler. J'ai dit que si nous étions Canadiens, notre médecin pourrait nous prescrire une ordonnance muséale. C'est-à-dire notre médecin nous prescrirait d'aller au musée. Voilà. Parce que quand vous êtes face à une œuvre, dans un musée, dans une galerie, dans un centre d'art, dans la rue, il y a de l'art dans la rue, heureusement d'ailleurs. Quand vous écoutez une musique que vous avez choisie ou que vous rencontrez par hasard, enfin bref, on va refaire tout le parcours, vous êtes interrogé, vous êtes questionné, vous êtes amené à être différent, vous êtes apaisé, au contraire vous êtes en colère et vous questionnez cette colère. Je le vois bien avec l'art contemporain. Alors, il y a de l'art contemporain extrêmement figuratif, mais souvent quand on dit art contemporain, on pense art conceptuel. Et effectivement, moi je le vois bien, qu'il y a des gens, des visiteurs, des visiteuses qui disent « j'y comprends rien ». C'est pas grave de ne pas comprendre, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est d'être questionné. Tout à l'heure, je disais, et ça c'est une expérience qui est un grand bonheur pour moi, je disais que mon époux m'avait initié à la musique baroque.
quand j'ai commencé à écouter de la musique baroque, je n'y comprenais rien. Ça m'ennuyait. Pendant les concerts, discrètement, je regardais ma montre en me demandant à quelle heure ça allait finir. Et puis, à force d'essayer de comprendre, à force d'en écouter, etc., aujourd'hui, je trouve que les concerts sont toujours trop courts. Toujours. Parce que je suis devenue plus familière de cette musique et je ne suis pas musicienne. Je ne suis pas musicienne, mais la musique baroque me transporte, m'apaise, m'émeut profondément, pas qu'elle, hein, mais demain soir je vais écouter Beethoven et hier soir j'ai écouté Jackie Terrasson qui a fait des impros sur des Nantes de Barbara, etc. Donc voilà, mais l'art est une nécessité. L'art est une nécessité. Il faut absolument. Et je disais, je citais aussi la phrase de Winston Churchill, qui, lorsqu'on lui a dit pendant la guerre, enfin la Chambre des Lords l'incitait à supprimer les budgets de la culture pour la guerre, pour acheter un peu plus d'avions de guerre. Et il a dit, mais si je fais ça, pourquoi nous battrons-nous et il a refusé. Et effectivement, si on n'a plus la culture, et ça fait une passerelle avec la Fondation de France pour amener des publics que l'on dit vulnérables à un moment donné vers ce moment de paix que peut apporter une pratique culturelle, alors on va devenir des monstres. Ouais. Alors ça me fait penser au fait que l'art, ou en tout cas la culture, soit essentielle ou pas, et ça a été menacé entre guillemets pendant le Covid. Bien je sûr. peux retirer les guillemets pour le coup. Oui. J'avais reçu Catherine Marnas de TNBA sur le podcast également, et qui justement était outrée. On est un peu dans les mêmes propos, dans l'idée que le fait que la culture et l'art soient clairement essentiels pour qu'on puisse même se poser la question. Oui, c'est clair. Ce n'est même pas une question. C'est une évidence. Ouais. C'est une évidence. L'autre jour, là, j'allais donc à un salon du livre et j'avais dormi dans un hôtel et je me rendais au salon et j'ai traversé un paysage d'une beauté à couper le souffle, avec les Pyrénées au fond, la brume devant, une espèce comme des vallées qui s'entrecroisaient. Enfin, c'était sur une route donc totalement déserte. Il était 8h30 du matin. Un froid un peu glacial comme ça, un peu blanc, un peu. Et je me suis dit, d'abord c'était de l'art, c'était du land art, c'était de l'art. Et je me suis dit, mais quel bonheur de commencer ma journée comme ça. Et tu vois, j'en parle encore plusieurs jours après. Ce paysage, il est en moi. Et par exemple, à un moment donné, il va nourrir mon écriture d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'un jour, je le décrirai dans un texte. On y fera attention alors. Je te le signalerai. Je mettrai une note en bas de page. Ceci est pour le pompon. On parlait donc de la Fondation de France. Tu as été présidente pendant plusieurs années de la Fondation. Pourquoi avoir accepté ? Parce que ça ne se refuse pas. Alors là aussi, c'est encore une rencontre. C'est une rencontre avec Béatrice Beauce, qui est la déléguée générale de la Fondation de France Sud-Ouest. Je crois que tu l'as reçue. L'épisode 59. Si je ne m'abuse. L'épisode 59. Et moi, je serai l'épisode 130. Waouh, 130. Ouais. L'épisode 59, et donc j'ai rencontré l'épisode 59. Et en fait, on va utiliser son prénom quand même, je préfère. Donc j'ai rencontré Béatrice qui était venue à la présentation justement de l'effacement à la librairie Mola. Quand la librairie recevait encore rue Vital-Carle, la station Ozone n'existait pas encore. Et donc et elle est venue, et à la fin elle est venue faire signer un livre très gentiment. Et puis un jour elle m'a téléphoné, elle a demandé à me rencontrer, donc voilà, j'ai accepté. Et puis ça a été vraiment une belle rencontre, enfin au sens où le dialogue, le discours à travers deux personnes s'est mis en place immédiatement, comme si on se connaissait depuis, je ne vais pas dire depuis toujours, mais comme si on se connaissait. Et elle m'a demandé, elle m'a beaucoup parlé de la Fondation de France, qu'elle m'a présentée. Et puis elle m'a dit que la Fondation de France cherchait des ambassadeurs ou des ambassadrices.
Et est-ce que j'accepterais Donc je lui ai dit que oui, bien sûr, si je pouvais faire quelque chose. Très vite, j'ai organisé un dîner avec des personnes qui me semblaient pouvoir être sensibles à la philanthropie. Et elle a été un peu surprise par la rapidité de ma réaction. Et elle m'a dit qu'elle cherchait. Alors elle m'a un peu suivie. Là, je présentais l'effacement dans différents lieux. Elle m'a un peu suivie. Et puis un jour, elle m'a dit qu'elle cherchait un président, présidente. Alors j'ai dit ah bon, je vais réfléchir. Et je lui ai proposé deux personnes. Et elle m'a regardé avec des yeux un peu ronds. Et elle m'a dit mais vous n'avez pas songé que ça pourrait être vous et très très sincèrement, pas une seconde. Je dis, vous savez, moi, je voudrais me consacrer à l'écriture. Mais vous savez, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Là, elle m'a menti. Hein. Alors là, je la reconnais. Là, je le dis haut et fort. Hein. Je l'accuse de mensonge. Et puis voilà, et puis ça ne se refuse pas. Enfin, l'idée de développer la philanthropie, ça faisait tilt avec mes valeurs. Et là encore, c'était quand même quelque chose d'un peu souterrain et ça a fait émerger. Je n'aurais pas su dire j'ai envie d'aider au développement de la philanthropie. Mais quand Béatrice me propose cette fonction de présidente de la Fondation de France Sud-Ouest, je me rends compte qu'effectivement j'en ai très envie et j'ai envie d'apporter ma petite pierre à ce grand édifice qui est celui de la philanthropie, du développement de la philanthropie. Oui. Ouais. Tu l'as été pendant plusieurs années, pour le coup ? 8 ans. 8 ans. 2 mandats de 4 ans. Et d'ailleurs, j'ai été un petit peu plus parce qu'en fait, entre-temps, pendant ces 2 mandats de 4 ans, j'ai été également élue à la vice-présidence de la Fondation de France nationale. Et donc, membre du bureau, membre du conseil d'administration. Et le mandat de présidente de la Fondation de France Sud-Ouest se terminait en mars 2023. Et les 2 mandats parce que je l'ai été un peu en décalé, de vice-présidente, eux se terminaient en octobre 23. Donc la Fondation m'avait demandé de faire coïncider les 2 mandats et nous avons finalement opté pour la date du 14 novembre 2023. Ouais. Alors, je vais aller sur ce sujet-là. Pourquoi c'est important la philanthropie ? À quoi ça sert ? C'est comme l'art, c'est essentiel. Ouais. La philanthropie, c'est... Alors, moi, je suis très optimiste. Je pense qu'il y a un ou une philanthrope en chacune d'entre nous. On ne le sait pas toujours. Mais si aujourd'hui, on ne se soucie pas de l'autre, là, on va rejoindre ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce monde qui, quand même, est d'une violence inouïe. Si on ne se préoccupe pas de l'autre, alors là, je crois qu'on court vraiment à la catastrophe. Vraiment. Donc, il est important, mais là, j'ai beaucoup d'espoir parce que grâce à la Fondation de France, j'ai découvert que nous sommes des millions à être soucieux de philanthropie, soucieux de chacun, chacune à sa manière. Enfin, je le redis, il y a 1001 manières d'en être. Mais par contre, il faut en être. Oui, là, il y a urgence. Il y a urgence. Mais récemment, j'étais à Paris pour une soirée qu'on appelle à la Fondation de France la soirée des pépites, parce qu'inutile de te dire que je vais rester très proche de la Fondation de France, et la soirée des pépites, et c'est qui récompense des associations qui font des choses un peu novatrices, et j'ai rencontré une bande de jeunes. Là, il y avait une dizaine d'associations qui étaient un peu mises en valeur ce soir-là, parce qu'il y en a beaucoup qui le méritent, mais qui étaient toutes plus extraordinaires les unes que les autres, avec des jeunes de 30 ans, extrêmement motivés, efficaces, intelligents, malins, dévoués, joyeux, en disant on va y arriver, ça va le faire. Que voilà, on repart de ces soirées en se disant bon, ça va aller, ça va aller. Ouais.
Et oui, parce qu'on peut imaginer derrière le terme philanthropie que... je sais pas, j'ai en tout cas cette impression que derrière philanthropie, on se dit qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour être philanthrope, Pas du tout. alors que pas Pas du du tout. tout, pas du tout. Alors, puis la philanthropie, le développement de la philanthropie, d'abord, la philanthropie, on peut dire que c'est une philosophie. Enfin, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être philanthrope? C'est considérer l'autre comme existant, comme réel, comme à la fois comme différent et comme même. Une vie vaut une vie. Et contrairement à ce que d'aucuns pensent, d'aucune pense. Mais une vie vaut une vie. L'autre est l'autre. Il est moi-même et il est différent. Donc, il y a mille et une façons d'être philanthrope. Ça peut être en donnant de son temps, un peu. Ça peut être en donnant un peu d'argent, ou beaucoup. Ça peut être Et en France, on a la chance d'avoir des lois de défiscalisation qui sont quand même extraordinaires. Ça peut être en apportant un savoir. Voilà, nous sommes tous... Je crois que c'est ça qu'il faut entendre, c'est que nous sommes toutes et tous riches de quelque chose. Et c'est vrai que, effectivement, pendant ma présidence de la Fondation de France, j'ai donné beaucoup de mon temps, j'ai donné tout ce que je pouvais donner, j'ai essayé de le donner, et je vais continuer. Mais j'ai beaucoup reçu. C'est ça qu'il faut entendre. C'est que... mais c'est un peu... On parlait tout à l'heure de ce premier roman. Moi, je me rappelle d'une femme venant vers moi et me disant grâce à vous, j'ai compris ma mère. Grâce à ce roman, j'ai compris ma mère. Et je parle à nouveau à ma mère. Ben, la philanthropie, c'est pareil. C'est recevoir. On se dit oh là là, qu'est-ce que je suis généreuse, ou qu'est-ce que je suis généreux, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, mais bon. Et en retour, voilà. Et parfois, c'est un regard. Hein. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Donc voilà. Donc oui, je pense qu'il y a à faire et qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de philanthropes qui font et il faut que le monde des philanthropes et le monde de la philanthropie grandissent. Et fasse un peu plus de bruit. C'est ça. Je crois aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a effectivement, il y a plein de choses très, très chouettes qui se passent partout. Oui. Et on entend plus parler des choses un peu moins chouettes, mais qui sont malgré tout moins nombreuses, je crois. Voilà, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ces 8 années, tu as beaucoup donné, mais ça t'a aussi énormément apporté. Bon, j'ai plus reçu que je n'ai donné. ça, c'est une évidence. Donc maintenant, présidente des Amis du CAPC. Est-ce que là aussi, tu peux nous en parler et pourquoi, là aussi, ce lien avec l'art, et là, entre autres, l'art contemporain du CAPC? Alors, d'abord, parce que je suis membre des Amis du CAPC, j'étais membre du CA, du bureau de cette association depuis longtemps. D'abord parce que c'est une très belle association, et puis aider au développement d'un musée, voilà, c'est très enrichissant, là aussi. Hein, voilà. Et alors, pourquoi l'art contemporain? Ça aurait pu être un autre musée, hein. Musée des Beaux-Arts, musée des Arts décoratifs et du design, musée d'Aquitaine, voilà. Il y a aussi le FRAC, hein, qui est aussi une très très belle institution régionale. Voilà, il y a tellement de lieux. Bon, ben voilà, c'est le CAPC et j'en suis enchantée. D'abord, il n'y a pas de d'abord, mais je travaille donc en collaboration avec Sandra Patron, qui est donc la directrice du musée qui fait rayonner le CAPC. On est venu me chercher en fait. Hein. Moi, je n'ai pas demandé à être là non plus présidente. Mais je sais pas. Je dois avoir un truc, je sais pas, où les gens savent que j'adore les défis et que naturellement je vais me donner.
totalement à cette nouvelle activité. Voilà. Donc, effectivement, je dois dire que j'y consacre du temps. Mais voilà, ben, c'est parce que c'est très enrichissant, parce que c'est joyeux, parce que c'est l'art, parce que c'est accompagner des artistes. Voilà. Et puis pour les amis, ben, c'est se rendre dans des ateliers, c'est aller voir des expos, c'est c'est réfléchir à l'art, c'est aller à des conférences, c'est permettre au musée d'acquérir des œuvres. Alors là, pour le coup, il y a un apport financier qui n'est pas négligeable. C'est permettre comment ça s'appelle, la production de catalogues. Enfin voilà, il y a, voilà, puis, je trouve ça tellement joyeux d'entraîner un groupe, de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour le musée. Voilà, donc c'est parti pour le CAPC. C'est combien de temps? Pardon? C'est combien de temps un mandat? Alors, Je ne sais pas si c'est comme un mandat, si je sais pas si c'est comme les 4 ans de la fondation. Donc ça n'est pas structurel, D'accord. mais j'ai décidé que ça serait un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Ok. Parce que moi, je pense qu'il faut laisser la place. Il ne faut pas être président ou présidente à vie. Ça, c'est une chose que j'ai découverte à la fondation. Il y a parfois des associations qui sont souvent, d'ailleurs, ces associations-là, dont les présidences sont éternelles. Ouais. Souvent, ce sont des présidences qui reposent sur la fondatrice ou le fondateur. Et cette personne finit par considérer que l'association lui appartient et que ça n'arrive pas à lâcher. Ouais. Et ça, je trouve que c'est grave, d'abord parce que disons-le, je trouve ça égoïste. Et puis qu'il faut toujours que renouveler les troupes et pour que du sang neuf apporte des idées nouvelles. On ronronne si on est toujours sur le même modèle. Donc c'est un petit peu un message que je passe là. Si ça peut être entendu, n'hésitez pas à laisser la place. Formez votre successeur ou votre successoresse, le mot successeuse, le mot n'est pas très beau au féminin, mais prévoyez l'avenir. Prévoyez l'avenir. Complètement. Donc je disais, tu as sorti ton 3e ouvrage l'année dernière. Tu en écris un autre? Oui. Ouais. Oui. Donc ça, toujours passionné par l'écriture, ça reste et ça ne bougera pas. Voilà. Oui, absolument. Oui, Okay. je travaille sur un 4e roman. Et entre les romans que j'ai publiés, dont nous parlions tout à l'heure, j'ai participé à des ouvrages collectifs, dont un ouvrage sur la base sous-marine et Danielle Martinez, qui, hélas, selon la formule consacrée, nous a quittés, mais vraiment, elle nous a quittés, parce que vraiment, elle nous manque beaucoup, cette femme qui a porté cette base sur ses épaules. Et on a publié un ouvrage qui s'appelle Danielle Martinez et la base sous-marine, 2000-2015, puisqu'elle l'a dirigé pendant 15 ans aux éditions AE Éditions. Et j'ai écrit son portrait. Ça a été un très beau travail, parce que j'ai rencontré enfin, moi, je l'ai bien connue, c'était une amie, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui l'avaient connue, et j'ai pris énormément de plaisir à écrire ce portrait. J'ai publié un autre livre sur Marjane Satrapi. Je ne connais pas. Si, Persépolis. Ah oui, d'accord, pardon. Bien sûr, oui, effectivement. bien sûr que tu la connais. Tout le monde la connaît. Et qui vient de publier une très belle BD collective sur la cause des femmes iraniennes depuis les événements que l'on sait. Et là aussi, pour ce catalogue, j'ai écrit son portrait. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Et puis j'ai publié un ouvrage collectif également avec 2 historiennes de l'art de l'architecture, Laurence Chevalier et Cécile Lantarib, sur cette maison qui est donc une maison des années, qui a été conçue dans les années 20, qui est donc une maison un peu particulière, que ces historiennes de l'art avaient envie et ça a été publié, ce livre a été publié aux éditions universitaires, parce que c'est un travail universitaire, mais j'ai écrit un texte sur qu'est-ce que c'est que de vivre dans cette maison. Chouette. Ouais.
Donc toujours présente et elle sera toujours présente, l'écriture, évidemment. Et j'ai une activité aussi dont on n'a pas parlé, mais que Ah. j'aime énormément. Oui. C'est ce qu'on appelle les modérations littéraires. Mmh. C'est-à-dire ce que tu fais là, mais c'est-à-dire, et la plus récente que j'ai faite, justement, c'était avec Chloé Delhomme, Mhm. que je mentionnais tout à l'heure pour la ville Lavalmont, Ouais. autre très beau lieu culturel que tu connais et qui fera, j'imagine, l'objet d'un podcast Ça pourrait. à Pompon. Voilà, ça c'est un exercice Ouais. que j'aime énormément, Mhm. c'est-à-dire lire une autrice ou un auteur. Parce que quand je présente un ouvrage, je ne me contente pas de lire un seul des livres. Et animer, modérer, comme on dit, ces rencontres sont toujours pour moi un exercice passionnant. D'abord, là encore, ça me nourrit moi. Ouais. Et puis, ce sont toujours de très, très belles rencontres. Mhm, Oui. complètement. C'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est parce que ça me nourrit aussi. Ben, bien Je suis sûr, pour bien j'imagine. enrichi des Oui. échanges qu'on peut avoir. On arrive tranquillement à la fin de cet épisode. J'imagine. J'ai mes 2 questions de fin habituelles. Quel conseil t'aurais à donner à celles et ceux qui ont parfois une petite voix, donc c'est celle de l'inconscient qui leur parle, qui leur dit d'agir, mais qui ne le font pas encore. Que ce soit pour aller dans une passion, aller vers une passion. Et tu vois, les personnes que je reçois sur le pompon, je les appelle les entreprenantes et les entreprenants, parce que pour moi, écrire, c'est entreprendre. Bien Courir sûr. un marathon, c'est Bien entreprendre. sûr. Créer une entreprise, c'est entreprendre, évidemment. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bah, d'écouter cette voix et de suivre leur voix et de laisser le temps au temps, mais d'essayer néanmoins de ne pas être de ne pas trop procrastiner, Mhm. c'est-à-dire de l'écouter réellement, cette voix, de peut-être prendre le temps parfois de s'arrêter dans ce marathon qui est celui de nos vies, et de dire, voilà, elle me dit ça, cette voix, est-ce que j'ai vraiment envie? Et est-ce que si la réponse est oui, qu'est-ce que je peux mettre en place pour commencer à la suivre, à l'entendre, à entendre la voix et à suivre la voix qu'elle m'indique, sans précipitation, en ayant confiance en soi, en se disant que si cette voix s'est exprimée, c'est que fatalement elle dit quelque chose de réel, elle dit quelque chose qui existe, que ce n'est pas une utopie. En revanche, là où peut-être il y a une difficulté qui se fait jour, c'est trouver le chemin pour suivre cette voie. Et ça suppose 1000 et une manières en même temps. Soit ça peut être, je sais pas, reprenons l'exemple de l'écriture, s'asseoir à sa table et essayer d'écrire. Ouais. Par exemple, suivre un atelier d'écriture, par exemple. Mais ça peut être aussi, est-ce que je me fais aider? Est-ce que je parle avec quelqu'un? Alors, soit un thérapeute ou une thérapeute, je ne sais pas, ça dépend de ce que dit la voix. Mais ça peut être aussi, tiens, une telle ou un tel, il a fait ce que j'ai envie de faire. Je peux peut-être me diriger vers cette personne. Enfin, voilà. Voilà. Mais s'écouter, s'entendre. S'écouter d'abord pour s'entendre ensuite, dans tous les sens du terme. Ouais. Et enfin, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Je crois que j'aurai plusieurs réponses et je vais t'en faire une, mais quand tu auras arrêté le micro, je me dirai non, j'aurais dû lui dire ça. Bien sûr. Je crois que ça reste l'autre. L'autre. L'autre, celle et celui que je n'ai pas encore rencontré, mais celles et ceux que j'ai déjà rencontrés. Et l'échange et l'envie de partager et cet autre grâce à laquelle on va pouvoir faire avancer les choses vers le mieux, vers le meilleur. J'aimerais tellement que les gens soient heureux, quoi. C'est un peu idiot de le dire comme ça. Vraiment, Pascal de Vambrochy, elle veut que les gens soient heureux, c'est formidable. Voilà. Mais voilà, quand on est animé de cela, peut-être de se dire chaque fois, mais et qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne soit pas un vœu pieux, justement, à mon niveau, quel qu'il soit.
Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça qui m'anime. Ouais. Merci beaucoup Pascal. Merci Théo. Merci pour cet échange et à très bientôt. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Ravi d'avoir reçu Pascal sur le Pompon et d'avoir pris le temps d'échanger sur ce parcours éclectique. Une vie faite d'art et de mots MOTS pour parfois mettre en avant quelques mots MAUX. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous, alors que ce soit en commentant sur LinkedIn, en partageant une story sur Instagram ou en parlant dans la journée. Cela aide grandement le Pompon à inspirer un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et surtout d'ici là, ouvrez les yeux pour admirer l'art qui nous entoure et prenez soin de vous. À très vite.